Écoutez les gars, la diversité sera le fil rouge de mon mandat. C'est ce qu'a récemment déclaré Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, dans le journal Le Monde. Elle rappelle que d'après la dernière étude du CSA, les personnes perçues comme non blanches représenteraient environ 25% de la société française contre 15% à la télévision en 2019. C'est super ça. Reconduite dans ses fonctions pour 5 ans par le CSA, elle promet des antennes plus conformes à la société française. C'est super ça, c'est une bonne nouvelle. En 2018, ce chiffre il était 17%. On perd 2. Puis d'ailleurs, ça fait plus de 20 ans que les minorités souffrent d'une sous-représentation et mal-représentation dans les médias français. Ce retard et ce recul. Solution pour plus d'inclusion des groupes minorés dans l'espace médiatique? Bon, je propose de poser ces questions à Marie-France Malonga, sociologue des médias et expert de la question de la représentation des minorités dans l'espace médiatique. À tout de suite. Bienvenue sur le plateau Noma du Nadia Lazoni Show. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la sociologue des médias, Marie-France Malonga. Bonjour Marie-France. Bonjour Nadia. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'être là. Alors Marie-France est experte de la question de la représentation des minorités dans les médias. Et autant vous dire que ces travaux font forcément écho aux raisons qui m'ont poussée à créer le média Speak Up Channel. Et en plus, on tourne ici dans le studio École de France qui forme au métier de la radio et du journalisme. Donc c'est un lieu assez emblématique, symbolique pour parler de ces questions. On va débuter, Marie-France, avec une question de sémantique. On parle souvent de la représentation des minorités dans les médias, donc les minorités ethniques, et on parle moins souvent de représentativité. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, la différence est la suivante, c'est que quand on parle de représentativité, on va plus parler de visibilité. C'est plus la place, en fait, en termes de nombre. C'est l'aspect quantitatif de la question. Le nombre de personnes issues des minorités qu'on verrait donc sur les antennes. Quand on parle de représentation, ça évoque plus la question des images qui sont véhiculées, des types de rôles qui sont donnés, etc. Mais de façon globale, c'est vrai que c'est plus intéressant de parler de représentation parce que ça évoque l'image qui est quand même le point le plus important et ça évoque aussi la place de façon globale. Donc c'est moins restrictif. On va donc parler de représentation. C'est une bonne chose. Donc la question de la représentation des minorités ethniques a émergé en 1998, on s'en souvient, avec la naissance des revendications du collectif Égalité, qui réunit artistes, intellectuels, personnes publiques, essentiellement d'origine antillaise et africaine. Dès 1999, le collectif est auditionné par le CSA qui te demande justement, Marie-France, de produire un rapport sur la présence et la représentation des minorités visibles à la télé française. Quel constat dresses-tu déjà à cette époque ? Alors, à cette époque, en fait, juste, je rajoute un petit point, c'est moi qui ai sollicité le CSA pour lui proposer cette étude. C'était dans ce sens. Voilà, c'était dans ce sens-là. Et c'est vrai que suite au fait que le collectif Égalité ait été accueilli, auditionné par le CSA, le président de l'époque, qui était M. Hervé Bourges, a précisé dans la presse qu'il avait l'intention, en fait, de faire des études pour étudier la question. Le collectif Égalité demandant des quotas, le président de l'époque de l'institution a bien précisé que ce n'était pas l'intention des médias actuels, mais qu'il fallait réfléchir à la question. Les deux grands enseignements de cette étude, c'était de dire en fait qu'effectivement il y avait très peu de personnes issues des minorités présentes, autrement dit des personnes noires, arabes, asiatiques à l'antenne, mais que surtout on ne les voyait pas dans des rôles de premier plan. Ils n'avaient pas la parole à l'antenne, donc si on pouvait les voir, c'était de façon vraiment très secondaire, c'est-à-dire dans des rôles de figurants, par exemple dans un film, ou alors dans le cadre d'un reportage, un passant qui passait dans le champ de la caméra. Et le deuxième enseignement était que
si on parlait principalement des fictions à la télévision française, on voyait des personnes issues des minorités particulièrement noires du fait des fictions étrangères et américaines, de toutes les séries américaines qu'on avait, et qu'en fin de compte, s'il n'y avait pas ces séries-là, il y avait très peu de représentation. Et juste un troisième point, que j'ajoute, c'est que en fait, parmi les types de minorités, en fait, c'était plutôt les personnes noires que l'on voyait, et grâce à ces programmes étrangers, et beaucoup moins de personnes arabes, maghrébines ou issues de ces origines, ou alors asiatiques encore moins, c'était très marginal. D'accord. Voilà les grandes idées. Les grandes idées. Et comment le petit écran parlait-il, et peut-être même parle-t-il, je n'ai peut-être pas l'impression qu'il y a une grande différence, une grande évolution depuis, mais comment sont dépeints ces minorités? On va avoir des représentations très souvent caricaturales ou négatives, etc. Donc moi, je pense qu'une des grandes représentations aussi, c'est une représentation d'individus dans des positions vraiment de victimes, dans des positions d'infériorité, en demande d'aide permanente. Voilà, donc une représentation assez misérabiliste. Et puis après, un autre type de représentation qui est assez classique aussi, c'est des représentations très exotiques qui mettent en avant une sorte de folklore, des différences culturelles très importantes pour induire le message implicite selon lequel ces personnes seraient différentes, non intégrables au sein de la société française. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour fustiger la différence culturelle, parce que ça fait partie de la vie et de l'histoire aussi de la plupart des minorités en question. Mais c'est que la récurrence et le fait d'insister toujours sur la différence, pour moi, au bout d'un moment, a un sens et induit un certain type de message dans l'inconscient du téléspectateur et dans l'inconscient collectif voilà, ces personnes ne sont pas de vrais Français ou de vraies Françaises. C'est un petit peu ça le problème. Ça fait à peu près 20 ans que ce débat existe en France. Et donc, on a vu quand même un certain nombre de figures émerger à la télévision française, que ce soit en tant que professionnels des médias ou dans les personnages de fiction notamment. Et c'est justement grâce à cette première étude du CSA qui a fait changer les cahiers des charges des chaînes publiques et les conventions des chaînes privées pour leur demander d'inclure dans les programmes un petit peu plus de diversité au sens propre, de diversité même sociale. Ce qui fait que ça a entraîné une forme de récurrence à partir de 2009 et un baromètre qui a été mis en place. Donc qui partait de cette étude historique. Donc voilà, il y a des évolutions, il y a des changements, c'est-à-dire que la télé se colore un petit peu plus, parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a un avant 2000 et un après 2000. Oui, tu as parlé, Marie-France, effectivement, il y a 2000, tu as parlé de 2009, avec cette publication du baromètre de la diversité, donc qui permet de mesurer cette diversité et de constater les progrès qui ont été faits en la matière. Il y a aussi une date qui, pour moi, me semble importante, et tu en parles forcément beaucoup, c'est la date de 2005, Bien sûr. Qui correspond donc à l'année des révoltes dans les quartiers populaires suite à la mort de Zeid et Bouna. On se souvient que le président Chirac avait convoqué les patrons de chaînes, le Haut Conseil de l'intégration, le Club Averroès également, et il leur a presque même ordonné de promouvoir davantage la diversité dans les médias. Et d'ailleurs, s'en est suivi, comme tu le disais, déjà il y a la création de cet observatoire de la diversité, ce baromètre, et ça se demandait finalement est-ce qu'il fallait passer par des morts et de la colère pour pouvoir véritablement faire... prendre conscience de la nécessité de travailler sur cette question, la représentation? Je pense qu'effectivement, ça c'est un moment clé, l'année 2005 et ces révoltes populaires et sociales dans les banlieues françaises, parce que ça fait prendre conscience effectivement du fait qu'une partie de notre société, de nos citoyens, ne se sentaient pas inclus dans la communauté nationale, se sentaient rejetés au sens large. Et donc, malheureusement, je pense que c'est aussi qu'il faut avoir des mécontentements très forts, des demandes de reconnaissance pour qu'il y ait réaction du gouvernement, de l'État, pour qu'il y ait cette prise de conscience. Donc, effectivement, ça a permis, de faire vraiment changer les choses. Et notamment, ça a permis un changement assez symbolique. C'était l'arrivée d'Harry Roselma. Ça, symboliquement, c'était assez fort. Alors, je dois quand même préciser que il était second, c'est-à-dire qu'il remplaçait
Donc à l'époque, ça devait être PPDA pendant ses vacances. Donc ce n'était pas intérimaire. Mais bon, c'était quand même un rôle très important et surtout que c'est devenu une figure importante de la chaîne avec une autre émission le dimanche soir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je souligne un point qui me semble important, c'est qu'on a aussi tendance, là on est vraiment dans la question de la représentation, les types de rôles, à représenter aussi dans des positions toujours secondaires. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir des rôles de premier plan, d'être vraiment dans la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancien en fait dans les représentations. C'est pour ça qu'on doit comprendre que les représentations des minorités à la télévision française sont en fait la conséquence de toute une histoire que nous avons, d'un contexte politique que nous avons, parce qu'il faut prendre conscience du fait qu'il ne s'agit pas d'une question uniquement médiatique ou professionnelle, d'accès à l'emploi, de journalistes, de comédiens ou autres. Certes, ça c'est le sujet principal, mais qu'au fond, et c'est pour ça que c'est un sujet qui intéresse beaucoup en général, c'est que c'est une vraie question politique en fait. On est face à une question politique de s'interroger sur le fait de savoir qu'est-ce qu'un Français en fait, qui fait partie de la société française, qu'est-ce que l'inclusion, enfin, et comment on appréhende la différence dans notre société. Et c'est vrai que comme on est dans un contexte et une histoire universaliste très ancrée, qui ne veut pas qui demande effectivement que les citoyens ne mettent pas en avant une identité culturelle, une affirmation trop forte, eh bien, on a tendance effectivement à nier toutes ces affirmations et d'avoir une représentation de ce qu'est un citoyen français comme uniquement blanc, catholique et ça, c'est quand même un très gros problème. Donc c'est pour ça que je pense que la télévision et les représentations médiatiques au sens large, mais aussi la publicité, le cinéma, je pense qu'ils ont un impact en fait assez important sur comment on se représente en tant que société française et que ça a du sens. Et si on rencontre des blocages aussi importants aujourd'hui, parce que comme on a vu le débat dure depuis 20 ans, ça veut vraiment dire qu'il y a une difficulté à appréhender cette question quand même toujours dans la société française d'accepter en fait qu'une personne qui n'est pas blanche peut quand même faire partie de la société française et n'est pas forcément toujours inscrit dans un exotisme, une extranéité, c'est-à-dire un caractère d'être étranger, et qu'un Français peut avoir toutes les couleurs en fait. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, cette représentation autant pour les publics issus des minorités eux-mêmes que pour les publics non minoritaires. Puisque ça permet en fait de changer nos représentations de la société française dans son ensemble et de prendre conscience que nous sommes une société multiculturelle de fait, en fait. Hein, c'est pas une vue de l'esprit. Ouais, c'est ce que tu dis, surtout pour les groupes dominants, ça leur permet de comprendre et d'avoir une image assez précise de cette société multiculturelle. Ouais. Et alors, pour les minorités, tu expliques ça par le besoin de reconnaissance, c'est ça? Oui, complètement. C'est juste, moi je sais pour avoir interrogé dans le cadre de mes recherches, de mon travail, etc., beaucoup de personnes en fait concernées par la question, et particulièrement, c'est vrai, des personnes d'origine africaine, antillaise, etc. Et moi, ce qui m'avait interpellée quand j'ai parlé à toutes ces personnes, c'est la phrase suivante qui était je ne me vois jamais à l'antenne et j'ai l'impression de ne pas exister en fait. Et ça c'est vraiment une phrase assez intéressante parce que le sentiment d'existence en fait commence par la reconnaissance en termes de visibilité, le regard de l'autre qui voit que nous sommes là en fait. Donc le fait de ne pas être visible en fait, c'est une grande violence symbolique parce que ça veut dire que on n'existe pas en fait pour l'autre. Hein. Et donc ça c'était la première réponse. Et la deuxième, c'était cette insatisfaction dans les représentations proposées. C'est-à-dire d'avoir des représentations qui ne sont pas qualitatives, se sentir toujours diminué dans les représentations. Ou alors une autre représentation aussi, c'est la représentation du guignol en fait. Toujours autour du rire, de la comédie, ça veut dire qu'on ne nous prend pas au sérieux. C'est vraiment le sentiment de se dire je ne suis pas inclus en fait dans la société, on ne reconnaît pas ma valeur. En tant qu'individu, donc c'est quand même, ça peut créer
effectivement des problèmes identitaires. Et en fait, c'est une forme de résonance de ce que l'individu minoritaire vit déjà dans la réalité, puisqu'il peut être sujet effectivement à des discriminations, à des rejets, à de l'exclusion. Sur un plan psychologique, c'est ce que la psychologie nous enseigne, c'est que tout individu est habité par un besoin d'existence, un besoin de reconnaissance et un besoin aussi d'appartenance. Oui. À une communauté, c'est ce que tu dis, ça renforce vraiment ce sentiment d'appartenance à la communauté nationale aussi. Oui, complètement. Et moi, voilà. Et je pense aussi que la façon dont la société française appréhende les différences fait que en fait, toute personne qui affirme une identité, quelle qu'elle soit, et notamment une identité culturelle, est considérée comme une menace pour la République française. C'est-à-dire comme justement un séparatiste ou une séparatiste. Alors que je pense que le fait d'affirmer son identité, en fait, ça fait partie de la condition humaine de tout individu. Ce n'est pas parce qu'on affirme une identité qu'on renie son caractère de citoyen français, puisque nous avons des identités multiples en fait. Donc on somme les personnes issues des minorités françaises de devoir choisir entre différentes appartenances, alors qu'en fait il n'y a pas de choix à demander parce que les personnes sont multiples. Ça fait comme si, alors je dis souvent cette phrase mais je l'aime bien parce que je crois qu'elle est assez parlante, ça fait comme si on demandait à un individu, tu dois choisir entre ton père et ta mère. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'il y a eu des évolutions et qu'on n'est pas que dans la caricature. Il y a aussi des choses qui sont assez intéressantes qui sont faites autant sur le service public que sur les chaînes privées. Par exemple, moi je pense à France Télévisions qui a mis en place la plateforme numérique, c'est-à-dire les programmes que l'on peut voir sur France TV / et qui là s'adresse à un public un petit peu plus jeune parce que et on voit qu'il y a quand même des efforts de montrer d'autres types de représentations. On a vraiment ce sentiment qu'on avance et on recule à la fois. Si on s'intéresse à la dernière étude du CSA, les personnes perçues comme blanches représentent 15% des personnes indexées à la télévision en 2019. Et en 2018, ce chiffre était de 17%, donc on perd 2 points. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Donc qu'est-ce qui explique, Marie-France, ce retard, ou même voire ces résistances s'agissant de la représentation médiatique des groupes ethniques? Alors, je pense que c'est parce que, comme il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été faites, et que, notamment, voilà, il y a des observatoires de la diversité qui sont là un petit peu partout. On a, voilà, les chaînes, par exemple, ont des départements qui s'intéressent à la diversité. Donc, je mets des guillemets parce que c'est le terme qui est employé aujourd'hui. Qui pose question. Oui, on pourra en parler aussi. Oui, exactement. Complètement, il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, en fait, on a l'impression qu'on a agi. Là où le bas blesse, c'est que, par exemple, on a très peu de rôles de héros, en fait, de fiction récurrente avec vraiment des individus dans des postures de héros, que dans les postes décisionnaires. Alors là, il y a vraiment beaucoup de travail, je pense, à faire. Les gens qui décident de quels récits vont être véhiculés, de quels programmes vont être diffusés. Eh bien ça, il y a beaucoup d'entre-soi et de difficultés d'ouverture. Voilà, donc je pense que c'est parce qu'on pense que le problème est réglé et on rentre dans ce que moi j'appelle le marketing de la diversité, pour parler des questions de représentation. On ne veut pas parler de minorité ethnique, par exemple. Voilà, c'est ça. Parce que alors, moi, je pense qu'on utilise le terme diversité parce que c'est un terme heureux, qui fait pas de mal, que tout va bien dans le meilleur des mondes, univers un petit peu United Colors of Benetton, le monde des bisounours, on est tous ensemble, on se tient la main. Donc ça, effectivement, c'est une belle image, mais dans la réalité, en fait, les personnes issues des minorités rencontrent des situations beaucoup plus dures, qui sont celles des discriminations, du rejet, donc c'est moins rigolo. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un sujet, de toute façon, sur lequel il faut mettre en place des structures assez fortes pour que quand les personnes de bonne volonté, par exemple, qui sont dans les chaînes et qui recrutent des personnes d'origine diverse, etc., partent pour X raisons, que la politique, elle reste, parce que sur toutes les questions d'inégalité, quelles qu'elles soient, de genre, d'inégalité sociale, raciale, etc., eh bien, il ne faut jamais baisser la garde, en fait. C'est toujours une histoire de lutte, de reconnaissance. Je suis tentée de parler des Césars et du discours d'Aïssa Maïga, qui a provoqué, on l'a senti, donc Aïssa Maïga a eu un discours engagé pour plus de diversité au sein du cinéma français, et ça a suscité un profond malaise, quoi. Ah, mais j'étais très étonnée parce que déjà j'ai trouvé que son discours était très beau, pour commencer. Et je pense que c'est un sujet qui dérange parce que
justement, il y a cette demande de reconnaissance qui est faite de façon permanente parce qu'il y a insatisfaction, puisque tout n'est pas fait pour réduire les inégalités. Et que c'est un peu comme si les personnes militantes qui revendiquaient des droits, etc., étaient dérangeants. Qu'ils sont toujours à demander quelque chose alors que ce sont des demandes complètement légitimes. Et d'ailleurs, je pense que souvent, ce sont des demandes qui sont incomprises. C'est-à-dire qu'on voit ces demandes de reconnaissance, d'inclusion au sein de la société française comme des demandes séparatistes et d'avoir des droits spécifiques, etc., alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est des demandes d'inclusion au sein de la communauté nationale et ce n'est pas assez vu comme cela, je pense. Et une demande d'inclusion et aussi peut-être un appel à l'amour. On sait que la quête de la reconnaissance croise la quête de l'amour et que je m'aime à travers ce que la société me donne à voir. Et ce qu'elle me donne à voir n'est pas très reluisant. Donc ça touche à l'estime de soi. C'est peut-être pour ça que c'est très... Tout à fait. Non mais complètement. C'est-à-dire que pour se sentir... pour ne pas affecter effectivement l'estime de soi, l'image de soi des individus, il faut effectivement qu'ils soient reconnus dans leurs valeurs, en fait, qu'il n'y ait pas de dissonance en fait, entre la façon dont ils se voient eux, dont ils se définissent eux-mêmes, et la façon dont les autres renvoient leur image et leur identité sociale. Donc, c'est vrai que ça crée des formes de dysfonctionnement identitaire dans la mesure où on n'est pas reconnu dans sa valeur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez problématique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les personnes issues des minorités, particulièrement les jeunes générations, vont chercher des modèles d'identification ailleurs. Dans effectivement la culture, par exemple, africaine-américaine ou sur les plateformes numériques qui proposent des films, comme Netflix, etc., qui commencent à doubler, si vous voulez, en termes d'audience et d'intérêt, les chaînes historiques. Et je pense que c'est pour ça que France Télévisions l'a bien compris et a mis en place cette fameuse plateforme France TV / pour capter ces publics qui, de toute façon, ils ont des offres ailleurs. On va chercher des modèles d'identification ailleurs et surtout, on va s'exprimer ailleurs. Parce qu'il y a tout, bien entendu, le développement des réseaux sociaux qui ont permis tous les mouvements comme MeToo, Black Lives Matter, etc., qui montrent qu'effectivement, on peut aussi se faire entendre, être visible et proposer des représentations alternatives en dehors des médias dominants et des médias mainstream qui maintenant courent plutôt derrière tout l'espace numérique et les réseaux sociaux pour justement ne pas perdre toutes les audiences. Les réseaux sociaux sont vraiment venus un peu à la rescousse de ces minorités et ont aidé à lutter contre cette invisibilisation. On reprend aussi la parole et on propose un autre récit en fait, médiatique, d'autres discours. Ouais. Et pourtant, il y a quand même le sentiment que cette frustration, elle demeure, même si on voit que les minorités ethniques ont énormément investi ces espaces. J'ai comme l'impression que la véritable reconnaissance continue de passer par la télé. La télé, le cinéma, et que ces deux supports, finalement, ont comme un pouvoir de sacralisation qui viendrait dire là, je te reconnais véritablement. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que c'est une forme de reconnaissance... presque suprême. Ouais, ça c'est vrai. Mais en même temps, je pense aussi qu'il se développe aussi un mouvement inverse, comme je disais tout à l'heure, où je pense que les médias mainstream, aujourd'hui, essayent aussi de capter toutes les audiences parfois qui sont incroyables et qui sont générées par la sphère Internet et des réseaux sociaux. C'est quoi, c'est un intérêt pécunier alors ? Oui, parce qu'ils savent que ça crée énormément d'audience. Si on prend par exemple le cas de... Parce que j'ai répondu récemment à un article là-dessus, donc ça m'intéressait, la figure de la chanteuse Aya Nakamura par exemple. Eh bien, en fait, elle s'est créée... Enfin, elle n'a pas eu besoin, quelque part, des médias mainstream pour exister, pour créer une audience considérable, alors qu'au départ, elle était plutôt vilipendée, ou on ne s'intéressait pas forcément à elle du fait de ce langage assez intéressant qu'elle utilise dans ses chansons. Et donc maintenant, tout le monde ne rêve que de l'inviter parce qu'ils savent qu'elle va générer des audiences incroyables. Et c'est vrai que la donne commence un petit peu à changer de ce côté-là. Mais bon, ce n'est pas valable pour tout le monde parce qu'il faut générer énormément d'audience et tout le monde ne peut pas être dans ce cas-là. Et moi, je pense que surtout, c'est le rôle du service public et des médias mainstream, même privés, qui sont d'ailleurs sous contrat
et qui ont des conventions et des cahiers des charges avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui leur dispense donc les ondes pour qu'ils puissent être diffusés, de respecter leurs obligations. Ils doivent proposer une offre diverse, s'intéresser à tous les publics. Donc c'est leur rôle aussi, c'est leur responsabilité en tant que médias. Tu as mis un peu aussi le doigt donc, du coup, sur la question du pouvoir. C'est que là, il y a peut-être un inversement, ou un léger inversement du rapport de force, et que les minorités ethniques prennent conscience qu'elles ont aussi potentiellement un pouvoir. Et donc, en face, ça provoque quelques ajustements. Mais complètement. Moi, je pense que c'est aussi les populations elles-mêmes qui vraiment... c'est comme si elles étaient en image, elles étaient derrière la porte et qu'elles poussaient comme ça. Ça commence un petit peu à céder. C'est un peu l'image qui me vient comme ça pour montrer que c'est... Je pense que pour que les choses changent, ça doit venir effectivement des populations elles-mêmes, des populations dominées elles-mêmes. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec tout ce débat qui dure depuis 20 ans et qui a commencé par le collectif Égalité. C'est la seule solution, en fait, plus couplée, bien entendu, à des mesures structurelles, à des demandes structurelles, à des obligations pour que ça change. Tu m'offres une très belle transition, justement, Marie-France, parce que je voulais parler des solutions. Tu l'as dit, cette prise de conscience qu'on a un pouvoir et que ça peut venir de ces populations, et qu'il ne faut pas attendre que ça vienne d'en face ou d'en haut, plutôt. Et il y a aussi cette question des quotas, cette nécessité de mettre en place une politique de quotas qui est ressurgie, même si, comme tu l'as dit aussi, le collectif Égalité, dès 1998, on avait fait la demande, et on leur a dit que ce n'était pas possible en raison de l'article 1er de la Constitution qui empêche de produire des statistiques ethniques. Mais dans le même temps, il y a ce baromètre, la diversité, qui peut quand même nous produire quelque chose qui ressemble à des statistiques en nous disant que 15% des personnes indexées sont perçues comme non blanches à l'écran. Donc est-ce que ce n'est pas plutôt un manque de volonté ? Bon, c'est un manque de volonté parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes décisionnaires ou de professionnels des médias de façon globale qui ne sont pas sensibles à cette question et qui pensent que, pardon de parler comme ça, mais que les personnes militantes pour cette cause sont tout simplement des emmerdeurs et des emmerdeuses. Donc, puisqu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Mais je pense aussi que c'est parce que la société française n'est pas adaptée à des mesures d'affirmative action, d'action positive, que c'est contraire à l'idéologie même du pays, en fait, et de la fondation de la nation française. Faire de l'affirmative action, et j'utilise ce mot à dessein, parce que je n'apprécie pas le terme de discrimination positive qui déjà plombe le projet rien que dans la traduction pour montrer que c'est une mauvaise chose. On est quand même dans une situation où on pense que de nommer les origines des personnes, de les catégoriser et de les recruter en fonction de ces critères sont quelque chose d'anti-républicain et de néfaste, en fait. Alors que... et donc, il y a une résistance vraiment idéologique à mettre en place ça. Il y a d'alternatives, comme par exemple des sanctions financières. Oui, et puis surtout, moi, ce que je pense comme alternative, ce qui est pas mal, je le dis souvent, mais c'est vraiment ce qui a fait aussi la BBC et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de se donner, par exemple, des objectifs chiffrés, c'est-à-dire de se donner un temps pour arriver à certains objectifs, en fait. Ça, je pense que c'est bien parce que ça évite de s'enfermer dans un chiffre absolument à atteindre, etc. Et que ça assouplit un petit peu les choses. Ce que je pense aussi, c'est que c'est assez compliqué, effectivement, parce qu'on n'a pas aussi de statistiques ethniques quand même en France. Donc on n'a pas l'outil de référence. Donc c'est quand même un problème. Parce qu'il faut quand même savoir que le baromètre, en fait, il va parler de toutes chaînes confondues. Il n'y a pas forcément de nuances entre les chaînes. Donc on ne peut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Il semblerait... Alors, je dis il semblerait parce que c'est aussi le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Il semblerait que France Télévisions ait mis en place, et peut-être sur les chaînes privées, je ne sais pas, ce qu'on appelle la clause diversité ou la clause d'inclusion, quelque chose comme ça. Les maisons de production doivent s'engager en fait à signer la clause diversité, donc il n'y a pas de chiffre, mais une clause qui dit je m'engage à
à mettre en fait des représentations diverses, soit dans les personnes que j'embauche pour faire cette émission, ou voilà, derrière l'écran et devant l'écran et derrière l'écran. Ok, on veut plus de diversité, de représentation, mais on veut être bien représenté. C'est justement le problème des quotas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les quotas, la politique des quotas, bon, c'est super parce que comme je le disais, ça implique une augmentation de la visibilité et que la visibilité, elle est importante pour le récepteur et le téléspectateur, ok ? Mais que ça ne satisfait pas le problème de la représentation au sens propre, c'est-à-dire les images, les stéréotypes véhiculés qui sont aussi un énorme problème. Voilà pourquoi la politique des quotas, pour moi, c'est une mesure volontariste parmi d'autres. Si de façon mathématique, en fait, on colore, on change un petit peu les personnes qui produisent, qui décident, on va insuffler d'autres types, si vous voulez, de contenus, d'autres sensibilités. Et je pense que par effet de domino, ça fera changer les choses. Donc ça, c'est aussi une politique qui est très compliquée à mettre en place. Ma dernière question, j'aimerais te faire réagir aux propos de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui a été reconduite pour 5 ans. La diversité sera le fil rouge de mon mandat. Moi, j'ai donné mon avis dessus en introduction et donc j'aimerais bien entendre le tien. Oui, alors je pense que j'avais entendu la même phrase, je pense, au début de son mandat. Du premier Du premier mandat. Voilà. Donc, on a l'impression d'un phénomène de répétition. Le marketing de la diversité, comme tu le disais. Voilà, c'est ça. Je pense que ce n'est pas forcément une priorité pour le groupe France Télévisions et le groupe public. Que, comme je le disais, il y a des actions qui sont faites, mais que malheureusement, ça ne se ressent pas à l'antenne pour les téléspectateurs. Et je pense qu'il est important d'entendre la parole des premiers concernés. Le téléspectateur et les téléspectatrices ne se sentent toujours pas représentés, donc il faut l'entendre, le comprendre et justement mettre des mesures peut-être plus importantes pour que les choses changent vraiment. Je pense qu'elle s'est sentie, obligée de le dire dans la mesure où le CSA, quand elle a fait ses auditions, lui ont signalé qu'il y avait toujours, que c'était une question importante. Et donc voilà, ça a l'air d'être peut-être plus un effet d'annonce. Donc il se passe peut-être des choses en interne à France Télévisions, mais comme il n'y a aucune transparence, on ne peut pas être au courant. Les paroles ne suffisent pas en fait. Si vous voulez, il ne faut pas que des mots d'amour, il faut des preuves d'amour. On le sait bien. C'est une belle fin. Moi, je veux terminer. Je ne veux pas des mots d'amour, on veut des preuves d'amour, mais c'est une très belle conclusion, Marie-France Malonga, sociologue des médias et poète. Je viens de trouver cette vocation en échangeant avec toi, Nadia. C'est un plaisir. Marie-France, j'aurais pu parler encore des heures avec toi, mais déjà, je t'ai pris énormément de temps. C'était un plaisir de t'écouter. Je tiens également à remercier Charlie Nestor. On parlait de la représentation des minorités, de ceux qui ont aussi amorcé toute cette lutte pour plus de diversité. Et je crois qu'il en est un, même s'il n'est pas militant, par sa présence, par son travail, par son enthousiasme. Il a fait bouger les lignes et un peu bouleverser le paysage médiatique. C'était une figure très importante de la télévision, effectivement, de notre télévision. Et c'était un des premiers animateurs non blancs présents à l'antenne et qui suscitait beaucoup d'audience et qui démontrait que non, une personne non blanche, une personne noire, arabe, asiatique, non, ne fait pas chuter l'audimat et au contraire qu'il parle à beaucoup de publics, quel qu'il soit. Quelle belle époque. Est-ce que Charlie, je peux te demander, est-ce que je peux oser te demander de passer sur le plateau, faire un petit coucou à tous tes fans, à toute cette génération que tu as marquée? On l'applaudit. Oh là là, mais quel plaisir. Charlie Nestor avec nous. Mais non, mais c'était, tu as vraiment égayé C'était le matin, C'était le matin, midi. C'était le samedi matin. Ouais, voilà, d'accord. Et le mien est sous mon col. Et voilà, donc merci Charlie pour ce que tu as fait sur ces questions-là aussi. Et d'avoir facilité aussi le tournage de cette émission. On dit rien. Ok. Merci Charlie. Merci encore Marie-France. Merci à toute l'équipe du studio École de France. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une émission avec un invité que vous allez aimer. On en est sûr. Rendez-vous sur Speak Up Channel. À bientôt.